Le 28 janvier 2026, la RDC a observé une journée de mémoire dédiée aux victimes de guerre et de l'occupation dans l'est du pays, en particulier celles liées au conflit impliquant le M23 AFC et à l'agression rwandaise, marquant le premier anniversaire de la prise de Goma. Je vous laisse suivre le témoignage du docteur Joseph Kassikingi. Suivez. Merci surtout de m'avoir associé à cet événement. Parce que je vais parler non seulement comme témoin, mais comme aussi quelqu'un qui a vécu la guerre dans son corps. J'ai été déplacé quand j'étais encore étudiant, et donc j'ai fait 180 km en fuyant la guerre, portant ma petite nièce sur le dos. Donc je sais la douleur, je connais la douleur des déplacés internes. Et j'ai vu aussi l'image de la guerre en apportant le premier secours aux femmes victimes de violences sexuelles. Et aujourd'hui encore, je vois l'image de la guerre en essayant de coordonner la première ligne de la réponse. Comme vous le savez, je suis coordinateur de CONAFOT, qui est la plateforme des ONG humanitaires nationales, qui sont en première ligne donc, de la réponse. Et donc, c'est avec ces trois angles que je vais essayer de vous présenter quelle est la situation aujourd'hui. Comme vous le savez tous, c'est une des grandes crises humanitaires connues au monde, et cela ne fait que s'aggraver chaque jour un peu plus. La situation aujourd'hui peut être catégorisée en trois crises distinctes qui en fait s'entrecompénètrent. La première crise, c'est en fait la crise des protections qui se caractérise par les déplacements massifs. Nous le savons tous qu'avant la chute de Goma, il y avait des camps de déplacés autour de Goma qui regroupaient autour de 1 200 000 personnes déplacées. Toutes ces personnes-là, avec la chute de Goma, ont été dispersées. Les camps ont été fermés sans respecter les normes de fermeture des camps. Et donc ces personnes-là sont aujourd'hui déplacées, ne sont pas rentrées chez eux, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux, il y a encore la guerre et il n'y a pas encore la paix. Et donc ce sont des gens qui sont dans la nature, ils ne peuvent pas se mettre dans les camps parce que c'est interdit d'avoir des camps dans l'espace sous occupation. Et donc ces personnes-là sont en train d'errer et ils peuvent être autour de 2 millions de personnes qui ne sont pas bien identifiées parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se regrouper dans des camps. Et ces déplacements-là s'accompagnent des morts. Comme vous le savez, quand on se déplace, on n'a pas toute la garantie sécuritaire d'abord vis-à-vis des armes. On a vu dans la plaine de la Ruzizi qu'il y a eu des bombardements aveugles qui ont attrapé, qui ont fauché des vies des personnes qui étaient dans leur maison, qui étaient dans leur champ. Et donc ces déplacements s'accompagnent des morts. Des morts aussi qui viennent par manque d'eau, par manque de médicaments et par des épidémies qui sont dans la région. Et il n'y a pas de possibilité d'aider. Et donc, des morts se multiplient parce qu'on doit se déplacer. Cette crise aussi, c'est une crise sanitaire. La crise sanitaire est provoquée par le fait qu'il n'y a pas possibilité d'appuyer en médicaments les zones de santé reculées et même les grandes villes. Vous savez qu'avec la fermeture de l'aéroport, il est difficile d'amener le vaccin, d'amener l'ocytocine et d'amener des médicaments de première ligne. Et donc, on voit des morts. Nous, les médecins, parfois, on est très tristes de pouvoir perdre des enfants, de pouvoir perdre des femmes qu'on aurait pu, comme les ARV, et comme les vaccins, je disais, qui ne sont plus disponibles. Et cela va créer des résistances et on va se retrouver face à ce que j'appelle une bombe biologique à retardement, parce qu'on va créer des résistances aux infections, des résistances. Et ces infections vont nous revenir avec des difficultés d'être soignés et ça va être dramatique et catastrophique. Donc nous sommes face vraiment à une situation sanitaire urgente et dramatique. C'est aussi une crise alimentaire. Comme vous le savez, nos mamans vivent de l'agriculture. Et aujourd'hui, s'ils doivent aller au champ, ils trouvent les groupes armés, ils sont violés, ils sont traumatisés. Et donc, ils ne peuvent plus aller au champ. Ils ne peuvent plus nourrir leur famille. Et c'est la famine qui s'installe progressivement, aussi bien dans les grandes villes que dans les villages. Et on voit de plus en plus des centres nutritionnels qui sont bondés des enfants et des morts. Parce que même si on vous amène dans les centres nutritionnels, il n'y a pas de nourriture et vous mourrez. Vous mourrez de faim aujourd'hui. C'est quelque chose d'inacceptable. Revenons sur les violences sexuelles. Je suis médecin, je suis gynécologue, donc j'ai fait face aussi à ces cas-là. Et c'est parmi les choses qui m'ont poussé à me spécialiser en gynécologie, ce que je voyais tous les jours, les violences sexuelles et la mutilation. Aujourd'hui, on sait que dans les territoires, dans les Sud Kivu, les analyses qu'on a menées et publiées même par certains chiffres de OCHA, les violences sexuelles ont été multipliées par 3. Le nombre a été multiplié par 3. Et cela, ça donne l'idée de ce qu'on sait déjà que les violences sont faites pas pour le plaisir, mais pour détruire.
Et quand nous les voyons, nous, quand on voit comment nous arrivent les femmes, par pudeur, comme ce n'est pas votre métier, je n'ose pas décrire ce que je vois, mais on s'est dit, il faut être bête pour faire ça. Il faut être un animal pour arriver à ce niveau de violence, et pour s'arriver à ce trop triste, et c'est à peine soutenable. Et cela s'accompagne évidemment par des troubles mentaux. Et aujourd'hui, une étude qui a été publiée les 6 derniers mois de 2025 à Bukavu a démontré que le taux de troubles mentaux a été multiplié par 10. Donc les 6 derniers mois, on a eu 118 000 cas de malades mentaux et on a eu pour la première fois un nombre assez élevé de suicides chez les jeunes, une chose qui n'existait pas. Et donc, pour nous résumer, ce que nous vivons à l'Est, c'est la peur, la famine, les maladies et la mort. Une histoire vécue, c'était assez triste, je pense que c'était 3-4 jours après la chute de Bukavu. Et j'étais chez moi, j'ai eu un appel d'une dame qui me disait « Docteur, ils sont chez moi. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient et maintenant, ils sont en train de me torturer. Est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Quelque temps après, ses enfants m'ont envoyé des photos et des vidéos d'elle en me disant « Docteur, s'il vous plaît, faites quelque chose. » C'était tellement éprouvant, tellement triste. Je pouvais faire quelque chose, mais je ne pouvais pas sortir parce que moi-même, je ne savais pas ce qui m'attendait sur la route. Heureusement, le lendemain matin, à 5 heures, je suis parti à mon hôpital, je l'ai retrouvé. J'ai pu mettre sa vie hors de danger. Et ensuite, j'ai dû l'évacuer parce que sa présence ou son témoignage constituait un danger permanent, aussi bien pour elle que pour moi-même. Chers compatriotes, la situation est grave. Et il faut que chacun s'implique à son niveau pour qu'on dise c'est assez. 30 ans de souffrance, 30 ans de guerre, c'est assez. Essayons la paix. Et je voudrais d'abord signaler que lorsque le docteur Kasikingi a commencé, il a donné des chiffres, n'est-ce pas, des statistiques précises, étayées, faire son analyse sur la situation à l'Est. Mais je voudrais juste dire que cette journée d'aujourd'hui, qui est une journée de mémoire, nous rappelle que la crise à l'Est n'est pas une statistique. C'est des vies qui sont brisées, des familles déplacées, des enfants qui sont privés d'école. C'est également la peur qui s'installe au cœur des survivants et survivantes, justement, qui sont confrontés à ces situations au quotidien, au silence. Et la réponse humanitaire, dans ce cadre-là, devient vitale. Mais elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas sans justice. Je me réjouis d'avoir à mes côtés également le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, avec qui, sur un autre aspect également, aspect justice, nous travaillons en bonne intelligence. Donc cette question de justice est extrêmement importante, surtout lorsqu'il s'agit du combat contre l'oubli. Et cette journée nous rappelle justement ce devoir de mémoire. Et que veut dire ce devoir de mémoire? C'est d'abord de documenter, de protéger, n'est-ce pas, d'apporter les réponses, des réparations et de pouvoir aussi rendre compte. Et nous nous attelons aux côtés de l'État justement à soutenir ces efforts pour que les victimes soient reconnues et que la violence ne se répète pas. Cela nous interpelle tous. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes tous là, pour ce devoir de mémoire. Mais juste les conséquences, rapidement, de tout ce que nous avons entendu de cette crise à l'Est, il faut d'abord dire que ça se mesure en vies humaines. Ça, c'est la première chose, ça n'a pas de prix. Et en déplacement répété, dans tous les sens, des violences de toute nature, mais également les ruptures d'accès aux soins et bien sûr à l'éducation. Et nous pouvons aussi parler des moyens de subsistance d'une manière globale dans un contexte où la société est paralysée. Mais également dans ce contexte-là, on se rend compte que ce sont les femmes et les enfants qui paient le prix, un prix surdimensionné des violences sexuelles, de traumatismes, de séparation familiale, d'enrôlement, de déscolarisation également. Donc la réponse doit être une réponse intégrée, c'est une réponse qui doit être multisectorielle, autant au plan médical, psychosocial, mais également sur les questions de protection et de justice. On sait que sans un accès humanitaire sûr, l'urgence s'aggrave parce que les besoins continuent à augmenter. Donc il faut déjà la sécurisation des axes juste pour permettre
que les chaînes de ravitaillement puissent se faire, qu'ils ne soient pas perturbés, permettre la liberté de mouvement, mais surtout la coordination. Ça, c'est extrêmement important. Il y a plusieurs acteurs humanitaires sur le terrain. Nous nous efforçons à travailler, à coordonner, même dans des conditions les plus difficiles, et justement quand l'accès est perturbé pour des questions de sécurité. Donc c'est là où la mission